Bonjour et bienvenue à la conférence d'honneur de ce Forum du Réseau des Amis des Parcs de Montréal. Le sujet de la conférence aujourd'hui est Mobiliser pour la protection des milieux naturels, périls et possibilités. Le deuxième Forum des Amis des Parcs de Montréal est organisé par les Amis des Parcs en collaboration avec les Amis de la Montagne et en partenariat avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal et le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Il s'inscrit dans la programmation de mai, Mois du Montréal, conçu par les Amis de la Montagne et réalisé annuellement en partenariat avec la Ville de Montréal. L'événement est généreusement financé par la Banque TD, le secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et Hydroflask. Si vous avez le moindre souci technique, n'hésitez pas à nous le faire savoir via l'outil de clavardage. Moi, je m'appelle Nathalie Brown, je suis directrice des programmes chez les Amis des Parcs et je serai animatrice aujourd'hui. Et je suis très contente d'être avec vous et avec notre super conférencier et aussi plusieurs autres membres de notre équipe. Et, et nous avons hâte de discuter ensemble et d'entendre des idées de nos conférences d'honneur. Et donc, j'aimerais ouvrir officiellement cette conférence en reconnaissant cette terre où nous sommes réunis et en exprimant notre gratitude pour son lien étroit à notre santé à tous. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux de Montréal ou de Tiohtià:ke, où nous sommes rassemblés aujourd'hui. Nous sommes honorés de pouvoir réunir ce groupe d'amis des parcs car nous croyons que les parcs devraient jouer un rôle vital dans nos efforts pour offrir des espaces que tous les peuples peuvent partager et qu'ils sont des espaces essentiels à la réconciliation et à la décolonisation. Avant de présenter nos conférenciers, j'aimerais prendre un moment pour parler du réseau des Amis des Parcs de Montréal et sa raison d'être. Plus que jamais, les parcs urbains de Montréal montrent leur importance. La fréquentation des parcs a presque doublé depuis le début de la pandémie. Selon un sondage des Amis des Parcs en 2021, 85% des personnes interrogées ont déclaré que les parcs avaient eu un effet positif sur leur santé mentale. À Montréal, où plus de 60% des gens sont des locataires, les parcs de proximité en particulier jouent un rôle clé, permettant aux gens de se rassembler et à garder un lien avec la nature. Nous croyons aussi que la fréquentation accrue des parcs se maintiendra. Selon notre sondage encore, 88% des Montréalaises affirment que, après la pandémie, ils passeraient autant, voire plus de temps dans les parcs qu'avant. Et nous envisageons aussi un rôle pour les parcs pour reconnecter le tissu social après la pandémie. Les gens ont non seulement une appréciation grandissante des parcs, ils veulent de plus en plus s'impliquer. Selon notre sondage, 1 sur 2 s'intéresse à devenir impliqué à améliorer et protéger les espaces naturels. Et 95% aimeraient bénéficier davantage de programmes dans les parcs et espaces verts. Nous croyons que l'implication citoyenne apporte des bénéfices aux participants, mais ça aide aussi à créer un soutien public de plus en plus solide pour les parcs. Un facteur clé pour aider la ville de Montréal à réaliser les plans d'investissement ambitieux pour les parcs et espaces verts. Donc, comment répondre à cet engouement? En outillant les gens qui s'impliquent déjà et en encourageant les autres à se joindre à nous. Et c'est pourquoi nous avons créé le réseau des Amis des Parcs de Montréal, qui vise à ce que tous les Montréalaises aient accès à un parc de proximité qui réponde à leurs besoins. Ce réseau a vu le jour en 2021 et comprend aujourd'hui 180 membres partenaires et collaborateurs, dont 80 groupes citoyens au BNL, et 63% de ces groupes citoyens travaillent dans les quartiers défavorisés de l'île de Montréal. Nos objectifs sont de renforcer leurs capacités, rassembler les professionnels, les décideurs et les citoyens autour des enjeux et des bonnes pratiques et faire rayonner les initiatives montréalaises dans le réseau canadien des Amis des Parcs pour amplifier le mouvement local. Le réseau des Amis des Parcs est une fière collaboration entre 4 organismes qui apportent chacun des compétences et capacités uniques. Je passerai maintenant la parole à mes collègues et directeurs et directrices générales de nos 4 organismes partenaires qui vont nous partager certaines des réalisations du réseau en 2021. Hélène Panayotti, directrice générale des Amis de la Montagne. Véronique Fournier, directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Erika Nicolai, co-directrice exécutive de Parc People Amis des Parcs. Et Emmanuel Rondia, directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Hélène, à vous la parole. Merci Nathalie. Bonjour à vous tous.
Alors, l'année dernière, nous avons eu la chance de prendre part à la réalisation du premier Forum des Amis des Parcs de Montréal. Ce sont près de 200 citoyens passionnés, représentants d'organismes communautaires, employés municipaux et professionnels de l'aménagement qui s'étaient réunis en cette occasion autour du vaste thème du pouvoir des parcs urbains. D'après un sondage réalisé auprès des participants l'année dernière, le forum aurait permis d'acquérir des connaissances au sujet de l'engagement et de la mobilisation des citoyens et aussi sur plusieurs questions sociales et environnementales liées au parc que nous creuserons avec vous cette année. Nous avons surtout constaté que le premier forum des parcs de Montréal, des Amis des parcs de Montréal a insufflé auprès de plusieurs citoyens la volonté de s'impliquer davantage dans l'avenir des parcs. C'est avec la conviction que cette culture d'engagement citoyen dans l'animation et la santé des parcs est la clé de leur développement durable pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté que nous entamons aujourd'hui la deuxième édition du forum. Alors, bon forum. Merci Hélène. Véronique, à vous la parole. Merci, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce deuxième forum. L'an dernier, dans notre première année finalement, d'existence du réseau des Amis des Parcs, on a plongé au cœur finalement, du sujet pour mieux comprendre le différent profil des groupes Amis des Parcs à Montréal, leurs défis, leurs enjeux, leurs constats sur la situation des parcs. Ça nous a amené à faire 5 études de cas sur la définition changeante de qu'est-ce qu'est un parc urbain à Montréal, ce qui motive les Montréalais à s'y impliquer, comment les groupes aussi montréalais se mobilisent pour accroître le mouvement en faveur des villes. On s'est penché sur 5 études de cas, entre autres, qui viennent présenter le travail des Amis du Parc La Lancette, de Racine Montréal-Nord, de la Coalition des Amis du Parc Jarry, des Amis du Parc des Gorées et des Amis du courant Sainte-Marie. Je vous invite dans le clavardage également à retrouver les liens pour vous plonger avec davantage de détails sur ces 5 études. Et si vous souhaitez, bien sûr, lire les études de cas inspirantes et les constats qui en émergent, bien, elles sont présentés là, sur le blog et le site web du Réseau des Amis des Parcs. Parmi les constats, bien sûr, qui en sortent, j'en nomme 2. Entre autres, bien, il y a une géométrie variable des groupes, donc différents niveaux de maturité, donc de besoin aussi d'outiller. Puis également, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plus qu'un espace vert, c'est également à travers les Amis des Parcs, une manière d'améliorer la qualité de vie en ville pour les citoyens qui s'y engagent. Alors, je vous invite à vous plonger au cœur de ces études qui sont disponibles pour aller plus loin dans la réflexion sur les groupes d'Amis des Parcs à Montréal. Merci beaucoup Véronique. Erika, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Les membres du réseau ont réalisé 45 événements à travers un programme de microbourse de 2 000 $ dans 10 arrondissements différents, rassemblant plus de 1000 participants en total. Nous avons soutenu 5 groupes citoyens grâce à un programme de microbourse hivernal afin qu'ils organisent des activités dans leur parc et aider à renforcer les liens entre nos nordicités et les parcs, ce qui était encore plus important en période pandémie. Merci Erika. Emmanuel, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Dans les multiples activités de la première année du réseau des parcs, des Amis des Parcs, on a aussi organisé deux ateliers thématiques. Un premier portant sur la question de la biodiversité et l'autre sur la gouvernance participative et l'engagement citoyen. Donc l'objectif vraiment était d'échanger avec des experts, de regarder des pratiques d'autres parcs, entre autres le parc Jean Drapeau, et d'encourager un dialogue et un échange de bonnes pratiques tout en stimulant une réflexion stratégique entre les différents acteurs de la société civile. Et d'ailleurs, d'autres ateliers sont à venir pour la deuxième année du réseau. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous tous pour ce bilan des réalisations de 2021.
Le réseau des Amis des Parcs et toutes ses réalisations n'auraient pas été possibles sans le soutien de notre commanditaire, la Banque TD et la Fondation TD des Amis de l'Environnement. Je vais passer la parole maintenant à Madame Danielle Kenneville, directrice régionale de Fondation TD des Amis de l'Environnement. Danielle, à vous la parole. Merci Nathalie. Donc, bonjour à tous et bienvenue. C'est un réel plaisir de vous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence d'honneur. Donc, les parcs ont un pouvoir immense et sont plus qu'essentiels à la santé et à la résilience de nos collectivités. C'est pourquoi la Banque TD s'est engagée à soutenir le déploiement, l'amélioration et l'animation des parcs urbains partout à travers le pays. Cet engagement se traduit notamment par notre collaboration auprès de l'organisme Park People Amis des Parcs depuis maintenant plus de 10 ans. La TD contribue aussi depuis les tout débuts, en 2018, à l'émergence des activités des Amis des Parcs au Québec. Que ce soit via les bourses TD des Amis des Parcs, le financement octroyé par la Fondation TD des Amis de l'Environnement ou encore via des dons corporatifs, nous aspirons à contribuer et à dynamiser le verdissement des parcs et à appuyer la collaboration et la participation citoyenne qui assurera le plein déploiement de cette mission. La Banque TD reconnaît l'importance de la protection des parcs en milieu urbain. Ces espaces procurent de nombreux avantages environnementaux et pour la santé, notamment en ce qui concerne la gestion des eaux de pluie, la qualité de l'air, la réduction de la consommation d'énergie, la séquestration du CO2 ainsi que de nombreux bienfaits psychologiques associés à ces espaces. Le travail accompli par les Amis des Parcs est un travail essentiel à l'activation et à la protection de ces milieux. Nous sommes fiers de soutenir les actions prises par les Amis des Parcs et nous tenons à tous vous en remercier. Nous apprécions énormément la mise en œuvre de vos efforts visant l'animation des parcs et surtout, nous apprécions votre vision face à la protection de ces espaces si importants. Nous reconnaissons l'importance du travail que vous accomplissez pour ces espaces et de l'impact de ces actions pour les collectivités. Ce sont vos efforts, votre vision et vos actions prises au quotidien qui permettent aux parcs de garder leur place dans nos milieux urbains. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite à tous une très belle conférence et merci encore une fois d'être présents et d'œuvrer collectivement vers l'amélioration et l'amélioration des parcs urbains. Merci beaucoup. Nous sommes également très honorés de recevoir la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Madame Chantal Rouleau. Madame la ministre a été une grande supportrice du réseau des Amis des Parcs depuis ses débuts, sans qui nous n'aurions pas pu réaliser toutes ces activités depuis 2 ans. Madame Rouleau, c'est mon plaisir de vous passer la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce midi, pour cette deuxième conférence deuxième forum des Amis des Parcs de Montréal. Puis d'emblée, j'aimerais saluer les conférenciers, Maître Jean-François Gérard, qui est biologiste et avocat spécialisé en droit de l'environnement et en droit municipal, et Madame Isabelle Bérubé, qui est directrice du développement pour la section Québec, SNAP Québec. Puis un petit salut particulier à mon ancienne collègue Véronique Fournier. C'est toujours un plaisir de la revoir là, sur le chemin. Et bien sûr que je vous remercie beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. C'est un forum qui marque aujourd'hui le premier anniversaire du réseau des Amis des Parcs de Montréal et c'est une initiative que je trouve très inspirante. Je suis heureuse d'y contribuer et que notre gouvernement soutienne aussi cette initiative, notamment par le FIRM, qui est le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, du secrétariat à la région métropolitaine. Alors, très heureuse d'y contribuer parce que, bien sûr, la présence des parcs et des espaces verts est cruciale et indéniable dans nos milieux urbains et dans notre métropole. Ils sont évidemment associés à plusieurs effets positifs sur l'environnement et sur la santé physique et mentale de la population. Vous l'avez amplement mentionné dans les préambules. Et c'est évidemment pour ça qu'il faut en prendre soin. Et vous et moi, on a à cœur la protection de nos parcs, de nos espaces verts, qui sont des lieux d'animation, des lieux de rassemblement, de détente, qui contribuent au dynamisme de nos communautés et qui bonifient nos milieux de vie. Ce sont de véritables catalyseurs d'interaction et de cohésion sociale.
Durant la pandémie, les parcs ont été particulièrement fréquentés et très appréciés par la population. Ils ont permis à des milliers d'enfants, de familles, de sportifs, de travailleurs de prendre l'air et de faire le plein d'énergie. Et votre sondage le confirme aussi. La pandémie nous a donc amenés à repenser nos espaces publics. L'aménagement urbain ne peut désormais être planifié sans considérer les bienfaits des espaces verts sur la santé, qui agit en prévention pour la santé. Les parcs sont bien évidemment au cœur de ce renouveau et leur vocation a beaucoup évolué, j'en suis convaincue, et continuera de le faire. Je prends en exemple la fameuse friche ferroviaire qui sera inaugurée officiellement prochainement, mais qui est déjà en fonction depuis plusieurs mois, à Pointe-aux-Trembles, un ancien chemin de fer qui a été transformé en parc, une très belle initiative et on y voit tous les jours des dizaines, voire des centaines de personnes y circuler. J'aimerais réitérer que l'aménagement du territoire, c'est un dossier prioritaire pour notre gouvernement. Et la publication de la toute première politique d'architecture et d'aménagement du territoire qui est portée par ma collègue André Laforêt, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Cette fameuse politique est prévue pour très bientôt et elle est attendue. On souhaite, par cette politique, léguer aux générations futures des infrastructures vertes et durables significatives pour les collectivités qui, évidemment, contribuera au bien-être de tous. Et je veux souligner que jamais une telle initiative n'a été mise en place dans le passé. Alors, il est plus que temps d'innover et de faire évoluer nos pratiques pour rendre nos milieux de vie encore plus dynamiques et conviviaux. En tant que ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, je peux vous assurer que j'ai à cœur la qualité des espaces verts et des installations récréatives extérieures de la métropole. Et notre gouvernement contribue à la protection et à la mise en valeur d'un grand nombre de milieux naturels dans le cadre notamment du programme de la trame verte et bleue du Grand Montréal, qu'on appelle la TVB. Il s'agit d'une collaboration qui est très porteuse entre notre gouvernement, la communauté métropolitaine de Montréal et les 82 municipalités qui la composent. Les initiatives qui sont soutenues dans le cadre de la TVB permettent, entre autres, d'améliorer la qualité de vie de la population grâce à l'acquisition et à la mise en valeur intégrée des milieux naturels du territoire de la CMM. Et je donnerai en exemple aussi la plage de l'Est, la CMM, la TVB ont contribué à la réalisation de ce merveilleux projet. Et un autre projet qui est en cours en ce moment, c'est la possibilité d'ouvrir à la population l'île Sainte-Thérèse et SNAP Québec qui travaille aussi de manière très concrète. Alors, on voit que la trame contribue à l'attractivité et au dynamisme du Grand Montréal. Les activités qui vont se tenir aujourd'hui et demain sont en continuité avec ce qui se fait depuis 1 an pour implanter le réseau des Amis des Parcs de Montréal. Alors, encore une fois, je veux saluer les partenaires et les 4 organismes qui sont derrière cette belle initiative. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, les Amis de la montagne et l'équipe montréalaise des Amis des parcs. Avec la détermination des gens qui sont réunis aujourd'hui, conjuguée aux efforts collectifs qui sont déployés pour protéger nos espaces verts, je suis convaincue que la région métropolitaine présente un potentiel très élevé d'aménagement vert qui vont contribuer à l'amélioration des milieux de vie de nos populations. Alors, je vous remercie beaucoup de cette opportunité de venir vous dire un petit mot. Je vous félicite aussi pour
cet anniversaire que vous célébrez. Et je pense que vous aurez un forum concluant avec de belles propositions. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour votre soutien et votre mot. Maintenant, sans plus attendre, passons à notre programme double pour cette conférence d'honneur aujourd'hui. Nos deux invités mettront en évidence certains périls, notamment au niveau juridique, des efforts de protection des espaces verts urbains. Les municipalités et les citoyens disposent-ils toujours de leviers réglementaires et juridiques suffisants pour protéger les milieux naturels? Isabelle Bérubé, directrice du développement pour la Société pour la nature et les parcs, SNAP Québec, présentera des projets démontrant la contribution importante de la mobilisation citoyenne et du soutien des communautés pour la protection du territoire. Maître Jean-François Girard, avocat spécialiste du droit de l'environnement, fera état de l'applicabilité des leviers réglementaires et juridiques aujourd'hui. La période de questions suivra la conférence d'Isabelle et de Maître Girard, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. Pour poser vos questions, veuillez les écrire dans l'outil Q&A, questions et réponses. Vous pouvez également voter pour des questions qui vous semblent pertinentes grâce à cet outil. Madame Bérubé, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir... En fait, où est-elle? Voilà. Vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran. Oui, on voit bien. Parfait, merci. Je me mets en mode projection. Alors, je tiens à vous remercier pour l'invitation, tout d'abord. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais rapidement vous présenter la SNAP Québec. Peut-être certains d'entre vous la connaissez, mais nous sommes une organisation sans but lucratif dont la mission est la protection du territoire. Nous veillons donc à faire des représentations pour atteindre les cibles de protection du territoire. On travaille partout au Québec, dans le nord du Québec. On veille aussi à créer des aires protégées sur le territoire marin. Les cibles ne sont pas seulement des cibles en terre publique, mais aussi dans les terres marines, on peut dire, en territoire marin. Donc, nous travaillons aussi avec le fleuve Saint-Laurent pour essayer de protéger les écosystèmes qui hébergent la biodiversité. Nous sommes une équipe majoritairement de scientifiques et nous basons nos recommandations sur la science. Donc, des géographes, des biologistes sont dans l'équipe de la SNAP Québec. Nous sommes le chapitre d'une organisation qui est canadienne, qui s'appelle Canadian Park and Wilderness Society. Alors, le chapitre québécois s'appelle SNAP Québec, Société pour la nature et les parcs du Québec. Les cibles, rapidement, là, je veux juste évoquer on en entend souvent parler, mais ce sont des recommandations scientifiques pour permettre de protéger la biodiversité. Comme vous le savez, nous assistons à un effondrement rapide de la biodiversité pour arrêter cet effondrement-là, il est important donc de protéger les habitats des espèces et de toutes les espèces. Et donc, les nouvelles cibles, si vous aviez déjà entendu parler des cibles en 2020, on veillait à atteindre 17 du territoire terrestre, 10 en marin. Au Québec, ça a été atteint. On est une des seules provinces canadiennes à avoir atteint les cibles de 2020. Et donc, les prochaines cibles sont pour 2030 de 30 du territoire. Alors là, il faut tout mettre en place pour veiller à protéger 30 du territoire du Québec partout pour atteindre cette cible-là. Et c'est la même cible pour le territoire marin, 30 aussi. La marche est plus grande, on passe de 10 à 30 pour le territoire marin. Rapidement, puisque c'est le sujet de la conférence aussi, nous travaillons en collaboration avec les groupes citoyens, les Premières Nations, les Inuits, l'industrie, les communautés locales à travers le Québec. Donc, nos principaux partenaires, là, on travaille beaucoup avec le gouvernement du Québec qui nous soutient dans de multiples projets en lien avec les municipalités, le Fonds des municipalités pour la biodiversité, les solutions nature pour le climat, que peut-être une expression que vous avez commencé à entendre, mais c'est vraiment comment les solutions, la nature peut nous aider à atteindre nos objectifs climatiques et tous les bénéfices en lien avec la protection de la nature. Les citoyens, j'y reviendrai, l'industrie aussi, on travaille avec l'industrie, notamment pour mettre en place des indicateurs
pour le milieu financier, pour la protection de la biodiversité. Alors voilà. Quelques-uns de nos projets qu'on a et qui illustrent à quel point on est sur l'ensemble du territoire. Là. Par exemple, on a un projet de protection de la rivière Mactaille. La rivière Mactaille est sur la Haute-Côte-Nord, les monts Chic-Choc dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a des projets dans les Laurentides, il y a des projets en Montérégie, il y a des projets au Lac-Saint-Jean. Alors, l'ensemble du territoire est couvert par les projets. Et puis là, je me permets, là, j'ai mis 10 ans. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit évoquer aujourd'hui. Mais quand un groupe citoyen commence à faire des représentations pour protéger les terres publiques, hein, la SNAP travaille en terres publiques et non en terres privées, eh bien, l'écueil, c'est vraiment le temps. La plupart des projets vont jusqu'à 10 ans, prennent jusqu'à 10 ans pour être réussis. Si on évoque quelques projets de protection dans des milieux plus urbains, on peut citer le Boisé des Hirondelles à Saint-Bruno-de-Montarville, il y a des citoyens qui militent pour sa protection depuis presque 15 ans maintenant. Mais les monts Chic-Choc, c'est des grands groupes de citoyens qui militent pour sa protection depuis aussi plus de 10 ans. Alors, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la SNAP Québec travaille des projets qui sont soutenus par les collectivités. C'est des groupes citoyens qui travaillent avec nous localement pour la protection du territoire. L'exemple, la ministre Rouleau en a parlé. Le meilleur exemple pour nous aujourd'hui, c'est un territoire qui est très près de Montréal et que nous, on nomme le nouveau poumon pour l'Est de Montréal. C'est l'île Sainte-Thérèse, qui est dans le fleuve Saint-Laurent, tout juste en face de Varennes, mais qui est plus proche de la rive de l'île de Montréal, de Rivière-des-Prairies, vous la voyez, là, c'est 10 minutes en bateau pour se rendre sur l'île Sainte-Thérèse. C'est un territoire public qui appartient en fait au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, mais qui est sur le territoire de Varennes. On a fait des consultations publiques avec les citoyens de Varennes pour voir quelles étaient leurs priorités. Donc, vous voyez une question à l'écran, quelles retombées socio, éco-culturelles souhaitées pour la ville de Varennes et ses résidents. Et la photo du bas, c'est une activité de renaturalisation qu'on a faite l'année passée. Il y a eu 5000 arbres qui ont été plantés. C'est une île où il y a eu beaucoup d'agriculture et maintenant, il y a beaucoup de friches. Alors, c'est un endroit fantastique pour replanter. Si on tombe dans le vif du sujet, on se demande si les municipalités ont toujours les leviers réglementaires et juridiques suffisants pour protéger les milieux naturels. Les municipalités ont des pouvoirs, c'est indéniable. Hein? Les municipalités ont des compétences en protection de l'environnement. Moi, j'estime la SNAP, c'est la position de la SNAP aussi, qu'il y a des nouveaux outils qui devraient être mis à la disposition des municipalités. Quand même, il y a des grands groupes qui ont fait valoir cette position. Par exemple, la CMM, en 2019, a demandé officiellement des nouveaux pouvoirs pour compléter les outils pour protéger et conserver des milieux naturels. La SNAP a appuyé ces demandes-là et nous avons encore fait de nouvelles représentations dans le cadre de la révision de la politique d'aménagement dont faisait mention la ministre Rouleau, qui est dans laquelle on a beaucoup d'espoir. On espère qu'il y aura des nouveaux pouvoirs octroyés aux municipalités pour protéger les milieux naturels en lien avec l'aménagement du territoire. On a quand même des groupes comme l'UMQ qui ont aussi appuyé ces demandes-là. L'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec. On demande une révision de la loi sur l'expropriation, j'y reviendrai, mais essentiellement, c'est modifier la loi pour faire en sorte que le régime d'indemnisation à la personne expropriée soit basé sur la valeur marchande, comme c'est le cas dans les autres provinces canadiennes. En fait, dans les autres provinces canadiennes, les expropriations, les propriétaires qui sont expropriés, on leur paye la valeur de la valeur marchande du terrain. Et au Québec, c'est complètement différent. Un des pouvoirs qui est demandé aussi, c'est le pouvoir de préemption. C'est un pouvoir que la Ville de Montréal a, mais que les autres municipalités n'ont pas au Québec. Alors, on demande à ce que ce pouvoir-là soit étendu à l'ensemble des municipalités. Essentiellement, ce que ça fait, le droit de préemption, c'est qu'on a un droit de premier regard sur quand un milieu naturel est mis en vente, on peut, comme municipalité, les villes pourraient acheter le terrain au lieu que ce soit des transactions privées, qu'elles n'aient jamais la possibilité de les acheter.
Donc, on parle d'achat de terrain. Hein. Ce n'est pas toujours la bonne façon de protéger du territoire. Je suis certaine que Maître Girard pourra nous donner quelques pistes à ce sujet-là. Et les demandes en lien avec l'expropriation, on en a parlé brièvement, là, mais c'est permettre l'expropriation à la juste valeur marchande et non calculée en fonction du bénéfice financier qu'un promoteur pourrait faire sur un projet immobilier, par exemple. Une des nouvelles pistes que la SNAP suggère aussi, c'est de bonifier les pouvoirs des municipalités. Dans la loi sur l'expropriation qui est attachée au pouvoir des cités et villes aussi, on explique dans quelles circonstances une ville peut exproprier. Hein. Évidemment, c'est encadré. Une ville peut exproprier pour des fins d'utilité publique et les fins d'utilité publique sont définies dans la loi. Alors, ça peut être pour une école, une garderie, pour un parc, mais un parc plus aire de jeu. La SNAP estime que dans le contexte de l'urgence climatique et de l'effondrement de la biodiversité, qu'il faudrait étendre ces pouvoirs-là et permettre aux villes de protéger l'environnement. Alors, d'étendre une fin d'utilité publique au concept de protection de l'environnement élargi. Imaginez que vous avez un dernier milieu naturel dans un espace urbain qui est très densément peuplé. Les gens n'ont pas accès à aucun espace naturel. Alors, nous, on pense que les municipalités devraient être capables d'exproprier pour des fins d'utilité publique, santé de la population, résilience au changement climatique, etc. Ça devrait faire partie de l'outil du coffre à outils des municipalités. Alors, c'est une des demandes qu'on fait également. Périls et possibilités, n'oubliez pas de me rappeler quand il va me rester 5 minutes seulement à ma conférence. Les périls, moi, j'ai voulu évoquer justement le dilemme, pas le dilemme, mais les défis que les groupes citoyens ont quand ils commencent à faire de la mobilisation pour protéger un milieu naturel. Ça prend du temps. Les citoyens, souvent, ils s'épuisent, ils finissent par se tanner. Ils veulent des résultats immédiats. Hein. Imaginez que vous débutez une mobilisation pour protéger un milieu naturel, vous vous attendez à avoir des résultats dans l'année ou dans les 2 ans à l'intérieur dans votre perspective à vous, mais dans les faits, c'est beaucoup plus long que ça. Le projet d'aire protégée à l'île Bizarre, là, ça a pris très longtemps aussi. Là. Les documents sont signés par le précédent maire. Là, quand on regarde Alors, c'est très, très long comme démarche. Il faut être très patient. Le temps joue contre nous. Puis, il y a un des périls aussi que je voulais identifier, c'est que quand on commence à faire de la mobilisation, c'est très tentant de se placer en opposition avec les décideurs, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Mais on comprend que c'est complexe, mais il faut arriver à attirer l'attention des décideurs sans se mettre en opposition à eux pour pouvoir travailler en mode collaboratif. Par contre, le pouvoir de la mobilisation est incontournable, ça fait partie c'est absolument nécessaire. Les gouvernements de proximité, là, les municipalités sont sensibles aux préoccupations citoyennes. Une bonne mobilisation organisée, ça fait toute la différence, en fait. Et des soutiens, évidemment, comme des groupes comme la SNAP, d'autres ONG en protection de l'environnement, ça peut être déterminant vraiment pour mener à terme une lutte pour protéger un milieu naturel. Donc, il y a tout un travail de coulisses qui se fait aussi et qui est souvent pas nommé, mais bref, ça fait partie des possibilités et des périls. Rapidement, vous parlez du sud du Québec. J'ai dit qu'on avait atteint au Québec 17% de protection du territoire terrestre en 2020. Dans le sud du Québec, c'est 5% qui est protégé. On est confronté au fait qu'il y a beaucoup, le territoire est occupé, c'est dans terre privée, là, essentiellement le sud du Québec. Dans les grandes zones où il n'y a pas de développement, l'industrie forestière est très revendicatrice de son droit de coupe. Alors, il y a beaucoup d'enjeux qui font en sorte qu'on est arrivé à seulement 5% de protection du territoire. Nous, on pense à la SNAP qu'il faut accélérer la protection. Et même ce qu'on propose, c'est d'adopter des cibles régionales de protection de 20% d'ici la fin de cette année dans les milieux urbains et périurbains. On se base sur une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé
et qui est appuyé aussi par l'Institut national de santé publique du Québec, c'est d'offrir à tous les Québécois des accès à des parcs urbains et des milieux naturels de proximité là, à moins de 300 mètres de chez eux. Et dans l'autre cible, bien sûr, c'est d'atteindre 30 dans le reste du territoire du Québec comme cible. Donc, on s'appuie aussi sur une étude qui a été publiée par La Planète s'invite en santé là, qui démontre clairement les bénéfices santé pour les populations de vivre à proximité d'une aire protégée. Ça a été nommé précédemment, il y a des bénéfices pour la santé physique, mais il y a également beaucoup de bénéfices au niveau de la santé mentale et c'est clairement ressorti pendant la pandémie. On dirait qu'il y a eu un intérêt grandissant pour ces enjeux-là. Alors, voilà. Bon, je voulais nommer quelques points positifs. Il y a vraiment de l'espoir. Moi, je trouve qu'il y a un vent qui tourne en ce moment. La mobilisation, ça donne des fruits. Par exemple, là, on peut penser à la récente annonce du fédéral pour créer un réseau de parcs nationaux urbains. C'est quand même une bonne nouvelle. Il y a eu la création de la première aire protégée de type paysage humanisé sur Ville-Bizarre. Il y a 2 ans, je crois, donc ça a été annoncé. C'était une longue lutte. Il y a eu plusieurs projets de paysage humanisé à travers le Québec qui n'ont pas été concrétisés, mais celui de l'île Bizarre risque d'inspirer plusieurs autres projets. Le Grand Parc de l'Ouest, évidemment, tous les efforts de l'administration municipale actuellement pour protéger l'Ouest et les milieux naturels qui sont restants. C'est fantastique. Maintenant, on consent qu'il y a des efforts à faire dans l'est de l'île. L'île Sainte-Thérèse fait partie des solutions, mais il y en a d'autres aussi. Le nouvel engagement municipal, je parle de l'ensemble des maires et mairesses nouvellement, fraîchement élus qui ont clairement énoncé leur volonté de protéger les milieux naturels à Laval. On voit des résultats concrets. Et aussi la récente décision de la communauté métropolitaine de Montréal d'adopter un règlement de contrôle intérimaire pour protéger tous les habitats de Renneth-Faugrillon. Nous, on pense que c'est un pas dans la bonne direction. On commence à nommer précisément des intentions pour protéger la biodiversité. Alors, pour la SNAP, c'est vraiment porteur. Bon, je terminerai avec la modernisation de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. C'est une des lois avec laquelle la SNAP travaille presque quotidiennement, mais vraiment dans la révision de la loi récente, je vais me permettre de le lire, là, mais on a vraiment vu des ouvertures très favorables. Bon, ça a ouvert des nouvelles approches de conservation qui sont compatibles avec les objectifs de conservation de la biodiversité, les objectifs de conservation d'éléments bioculturels et un nouveau statut qui est les aires protégées d'initiatives autochtones. Alors, pour nous, tout ça, ce sont des messages positifs. J'espère que ça va vous encourager à continuer à vous mobiliser pour la protection des milieux naturels. Merci. Merci Isabelle pour cette présentation. On en aurait voulu encore. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont des questions à vous poser. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au conférencier via l'outil Q&R en mentionnant à qui la question est posée. Nous y répondrons après notre deuxième conférencier qui va nous aider à comprendre comment les citoyens et les municipalités peuvent espérer et continuer à aller de l'avant dans leurs projets de protection. Place maintenant à Maître Girard pour un état des lieux juridiques aujourd'hui. À vous la parole. Alors, bonjour à tous, on m'entend bien? Oui, et Oui. on voit mon écran. Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de protection de milieux naturels. Je vous remercie d'avoir pensé à moi, mais étant donné le peu de temps qui m'est imparti, on va tout de suite passer au vif du sujet. Donc, j'ai une conférence que j'intitule aujourd'hui « La protection des milieux naturels » ou « Comment réussir son gâteau au chocolat malgré l'adversité ». Ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà entendu en formation, en conférence, vous savez que je présente une recette de gâteau au chocolat dont on va reparler aujourd'hui, mais recette de gâteau au chocolat qui est quelque peu mise en péril ces derniers temps, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi protéger les milieux naturels? Je crois que le biologiste en moi, le scientifique en moi aime bien comprendre le pourquoi avant d'arriver au comment.
Et pourquoi donc protéger les milieux naturels? Ben, je pense que dans les allocutions qu'on a eues aujourd'hui, déjà, il y a des pistes de réponse. Hein. Ne serait-ce qu'en raison de la perte de biodiversité, donc le déclin de la biodiversité qu'on est en train de connaître actuellement, et donc la perte des habitats qu'il faut protéger. Les changements climatiques et les canicules et toutes les conséquences que au niveau ces coups de chaleur-là nous font vivre. Et troisième sujet là, que je mentionnerai très brièvement, toute la question des inondations auxquelles les changements climatiques nous confrontent, des inondations qui sont encore plus importantes et plus dramatiques que ce qu'on a pu vivre auparavant. Alors, question que je nous pose. Pourquoi interpeller les municipalités en matière de conservation des milieux naturels, protection de l'environnement? Bien, la réponse est fort simple, parce que les municipalités sont les premières responsables de l'aménagement du territoire. C'est au niveau municipal qu'on décide du devenir du territoire. Et il faut, c'est pas le ministère de l'Environnement, c'est pas les gouvernements supérieurs qui ont cet important pouvoir, c'est bel et bien les municipalités. Une municipalité qui veut bétonner l'ensemble de son territoire, elle peut le faire. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment peut-on protéger les milieux naturels? Et je sais qu'on est dans une perspective plus d'approche citoyenne, d'accès aux parcs. Hein. Les gens qui nous invitent aujourd'hui à vous entretenir sont les amis des parcs, donc accès à ces espaces publics. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de tous ces espaces qui ne sont pas nécessairement destinés à devenir des espaces publics. Donc, tous ces milieux naturels ne sont pas nécessairement destinés à devenir des espaces publics, mais qui doivent être protégés dans cette perspective-là d'atteindre un 30 nous a parlé Isabelle Bérubé là, comme objectif de protection de milieux naturels sur l'ensemble de nos territoires. Alors, comment on protège les milieux naturels? Bien, c'est une vaste question qui m'amène à faire un petit peu d'histoire. Parce que ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, c'est où se situe l'interface entre l'intervention citoyenne et l'intervention des pouvoirs publics que sont les municipalités, parce que je viens de vous dire que le niveau municipal est certainement le niveau le plus approprié d'intervention. Alors, si on recule un petit peu en arrière, en fait, avant de parler du ministre Mulcair et de son ordonnance de caractérisation des milieux naturels en 2006, qui s'était imposée notamment à la ville de Longueuil, mais également à Laval, il faut comprendre que le mode de développement du territoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été un mode d'occupation du territoire où chaque parcelle du territoire était en latence d'être développée. Puis on a développé pendant tant d'années le territoire sans le connaître, sans le comprendre, sans se soucier de la nature intrinsèque du territoire, jusqu'à ce qu'en 2006, il y a déjà eu d'autres initiatives, d'autres gestes posés, mais fixons en 2006 ce geste important du ministre Mulcair, le ministre de l'Environnement à l'époque, qui donc ordonne la caractérisation des milieux naturels sur les territoires de Longueuil-Laval, caractérisation qui va s'étendre à la plupart des autres municipalités du sud du Québec. Et de cette caractérisation des milieux naturels, on passe rapidement parce qu'on va aller acquérir cette nécessaire connaissance préalable du territoire. On va chercher une quantité d'informations et on élabore des plans de conservation. Des plans de conservation, il y en a eu partout, que ce soit des plans verts, des politiques de protection, des politiques de conservation, des plans stratégiques de conservation. Appelez ça comme vous voulez. L'idée, c'est que dans la plupart de nos municipalités, on a travaillé, on est allé chercher cette connaissance-là. On a élaboré des plans de conservation et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'est pas tout d'élaborer un plan de conservation et d'identifier qu'est-ce qui mérite d'être protégé, mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et la réponse de plusieurs administrations à ce moment-là, ça a été de se lancer dans ce que moi j'appelle des programmes d'acquisition, c'est-à-dire la façon traditionnelle de faire de la protection. On va se donner deux exemples, Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal. Bien, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était un programme d'acquisition assumé, comme en fait foi le dépliant d'information qui était diffusé à cette époque-là, et là, ça s'appliquait au périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Jean, où on disait, on va aller protéger 90 des boisés encore existants dans la zone urbaine du périmètre d'urbanisation.
ce qui représentait un total de 338 hectares qu'on voulait protéger et pour lesquels on était prêt à faire de l'acquisition pour un investissement total de 45,4 millions de dollars. Alors, si on fait le calcul de 338 hectares acquis au coût de 45,4 millions, ça nous fait un coût moyen d'acquisition de 134 000 dollars à l'hectare, ce qui n'est pas peu dire. On va voir maintenant avec l'exemple du fonds vert de la CMM qui, lorsqu'il a été édicté dans les premiers temps, semblait davantage miser sur l'acquisition des milieux naturels. Donc, et manifestement, ça ne pourra pas permettre la protection de tous les milieux naturels qui méritent d'être protégés. Puis on va voir pourquoi. Il est en effet précisé au PEMAD. Si vous allez voir là, dans la page 184 du PEMAD, que le Fonds vert a contribué à la protection par acquisition de 155 hectares d'espaces boisés, représentant un investissement total de 11,6 millions de dollars à ce moment-là. Alors, si on considère que les bois et corridors forestiers identifiés au PEMAD, qui sont non inclus dans une aire déjà protégée, représentent 41 452 hectares, à un coût moyen d'acquisition de 75 000 à l'hectare, parce que si vous divisez 155 ou 11,6 millions, excusez, par 155 hectares, ça nous fait 75 000 c'est ça, 75 000 à l'hectare. Il en coûterait donc la modique somme de 3,1 milliards de dollars pour acquérir les milieux naturels qui méritent d'être protégés, qui sont déjà identifiés au PEMAD. Moi, ça m'amène à réfléchir sur la réalité de nos moyens financiers de façon collective et de constater donc la précarité des interventions étatiques lorsque les ressources viennent à manquer. Rappelons en effet qu'entre novembre 1992 et mai 2002, pendant 10 ans, les villes membres de l'ancienne CUM ont maintenu un moratoire sur l'acquisition d'espaces verts à des fins de parc, faute de ressources financières suffisantes. Parce que je vous dis, c'était la façon traditionnelle. On va acquérir les espaces à protéger. On s'était donné au début des années 90 un budget pour faire de la protection. Je pense que ça a été dépensé l'ensemble du budget a été dépensé en dedans de 2 ans. Ce qui fait qu'en novembre 92, pendant 10 ans, la Ville de Montréal, les villes membres de la CUM ont mis les pieds sur le frein et ont dit on n'a plus d'argent pour acquérir quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'on va revivre la même situation similaire à l'échelle de la CMM ou du Québec si les ressources financières se font plus rares? Alors, bref, dans le contexte actuel des finances publiques, à mon sens, il relève la pure utopie de croire que les municipalités du Québec ou le gouvernement provincial puissent un jour faire l'acquisition de tous les milieux naturels dignes de protection, parce que nous ne serons jamais collectivement assez riches. Mais quand je dis ça, là, je suis tout à fait conscient que je suis un petit peu démagogue. Pourquoi? Bien, parce que constatons qu'on se paye un échangeur turco à hauteur de 7, 8, 9 milliards. On est prêt à payer un REM qui coûte des milliards de dollars. On est même prêt à dépenser 10 milliards de dollars pour un troisième lien à Québec. Alors, si on voulait, effectivement, on pourrait probablement se payer ces milieux naturels-là. Mais mon expérience, puis vous m'excuserez d'y faire référence après 25 ans de pratique, là, mon expérience me dit qu'il faut chercher des façons de faire autrement. Et ce que je fais, et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le résultat de mon analyse, je dirais scientifique, mais en droit, du point de vue juridique. C'est moi, comme scientifique, qui applique l'approche scientifique. On va tester, on va poser des hypothèses, on va tester, puis on va tirer des conclusions. Et les conclusions que j'ai tirées dans le cadre juridique actuel, celle qui existe. Mme Bérubé nous a parlé de ce qui est demandé. Puis moi, je n'ai pas de misère à ce qu'on fasse des demandes pour le droit de préemption, on modifie la loi sur l'expropriation. Mais si j'attends après toutes ces modifications-là, en mettant les 2 pieds sur le break en attendant, en disant bon, on va attendre qu'on ait tous les outils, bien, il ne se fera pas rien. Puis comme ça fait plusieurs années qu'on attend après des choses qui n'arrivent pas, bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre actuel? Alors, est-ce qu'on peut recourir à la réglementation d'urbanisme et encadrer les usages anthropiques, les usages faits par les humains, dans les milieux naturels qui sont existants afin de les conserver ici, juste maintenir l'état actuel des choses? Et c'est là qu'arrive ce que j'ai appelé l'approche réglementaire mixte ou de gouvernance mixte. C'est ma fameuse recette de gâteau au chocolat. Puis là, en 6 étapes, je vais vous expliquer quelle est la meilleure façon, dans le cadre juridique légal actuel, pour arriver à des résultats de conservation plus probants.
plus efficace. Alors, la première chose à faire, c'est nécessaire connaissance préalable du territoire. On va caractériser, du point de vue écologique, l'ensemble des parcelles non bâties d'un territoire donné, hein, municipalité par municipalité ou au niveau des MRC. On parlera tout à l'heure des PRMHH, les plans régionaux de milieux humides et hydriques, qui est un exercice d'acquisition de connaissances du territoire. Et à partir de ce moment-là, on élabore les fameux plans de conservation des milieux naturels. Parce que c'est pas tout qui mérite d'être protégé, puis c'est pas tout qui mérite, c'est pas tout qui doit être développé. Alors, une fois qu'on a cette connaissance-là, deuxième étape, qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on développe? Alors, on revient à l'élaboration des plans de conservation. Et c'est là que le rôle des municipalités devient crucial. Parce que, comme je vous ai dit, elles sont responsables de l'aménagement du territoire. Elles ont tous les pouvoirs, soit pour bétonner l'ensemble du territoire, ou soit pour assurer la protection des milieux naturels qui nous permettent de créer des milieux de vie résilients. Hein, on le sait, combattre les îlots de chaleur, combattre les coups d'eau par les inondations avec des milieux tampons, c'est toutes des considérations qu'on doit avoir en ligne de compte. Et pour ce faire, pour arriver à ce résultat-là, il est absolument essentiel que les municipalités déterminent le devenir du territoire à partir des outils d'urbanisme, les règlements d'urbanisme qu'elles ont à leur disposition, donc en adoptant des mesures réglementaires appropriées qui vont venir restreindre la gamme des usages anthropiques autorisés dans les milieux naturels pour qu'ils restent à l'état naturel. Et cette façon d'agir par la réglementation va nécessairement avoir une incidence sur la valeur foncière, probablement la baisse, puis je vais en reparler dans quelques instants, des terrains concernés. Et c'est ça qui est crucial ici, c'est d'être capable de rétablir une juste valeur pour ces terrains-là qui ne seront plus développés. Et l'interface entre les citoyens et l'action citoyenne et les municipalités, elle est exactement là. Pourquoi? Parce qu'une fois que la municipalité a fait son travail, elle a rendu à l'étape 3, là, puis vous comprenez que l'étape 4 vient de soi, la job de la municipalité est terminée. Et la plus grande erreur que les municipalités peuvent faire, c'est d'aller sacrer de la vanille dans la recette de gâteau au chocolat en disant « Ah, maintenant que j'ai adopté mes règlements, je vais essayer d'acquérir les terrains. » Il ne faut pas faire ça, parce que si on essaie de faire ça, on va se faire dire qu'on a appliqué la technique du planning blight, qui est en droit d'urbanisme et qui dit, ben, tu ne peux pas, toi, municipalité, corps public, diminuer les usages sur un terrain pour ensuite profiter de la baisse de la valeur foncière pour venir acquérir ces terrains-là. Par conséquent, il n'y a aucun intérêt à ce que les municipalités viennent compléter, faire des acquisitions après avoir fait le travail des étapes 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça que, et vous voyez intervenir les groupes de conservation à l'étape 5, et c'est eux qui, sur un marché, puis je reviens dans quelques instants là-dessus, sur un marché où la valeur foncière va avoir été rétablie compte tenu de la nature intrinsèque des terrains, vont pouvoir venir saisir des occasions, plus d'occasions d'acquérir des terrains. Et une fois qu'ils les ont acquis, si, dans une perspective à plus long terme, ces organismes-là sont disposés à offrir un accès au public, elles le feront, ou ils le feront, les organismes, à l'étape 6, par la gestion et la mise en valeur des milieux naturels protégés par les organismes, ou la FUS, c'est les fiducies d'utilité sociale, qui est un autre outil qui pourrait être utilisé en collaboration avec la municipalité. Un très bel exemple d'une telle approche qui a très bien réussi, c'est le parc des Falaises à Prévost et Piémont, si je ne me trompe pas. Donc, le parc des Falaises à Prévost, c'est un terrain, le terrain a été acquis par Conservation de la nature et une fois qu'il a été acquis par bail, la Conservation de la nature loue aux deux municipalités cet espace-là qui devient le parc des Falaises et qui devient accessible au public. Alors, bref, c'est un exemple où l'intendance publique précède et facilite l'intendance privée. Et ça, je vous dis, là, l'observateur de la protection des milieux naturels depuis de nombreuses années vous dit que c'est la meilleure recette pour arriver à des résultats de plus grand succès de conservation, en faisant travailler à la fois les groupes de conservation, les citoyens et les municipalités, chacun avec leurs outils, pour arriver à des résultats probants dans le cadre actuel.
qu'on veuille modifier le cadre, qu'on veuille l'améliorer, le bonifier, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour être plus efficace dans le cadre actuel. Et il ne s'agit pas, par cette approche réglementaire mixte, donc, vous avez bien compris, d'imposer un zonage parc ou un zonage de conservation par lequel le propriétaire serait dépouillé à toute fin utile de son bien. Il s'agit plutôt donc d'imposer des mesures réglementaires qui restreignent les usages de façon à favoriser le maintien à l'état naturel des terrains qui sont déjà dans cet état en appliquant les pouvoirs des municipalités en cette matière. Les terrains donc demeurent entre les mains du propriétaire privé et dans tous les cas, celui-ci en conserve l'usage exclusif de son terrain. Et là, je vais être bien précis, si l'objectif c'est de faire des parcs, si l'objectif c'est de donner des espaces accessibles au public, les municipalités n'ont pas le choix, elles doivent aller en acquisition, soit de gré à gré ou par expropriation. Ce n'est pas de ça que je vous parle de tous les autres terrains, tous les autres espaces qui méritent d'être protégés pour le maintien de la biodiversité notamment, et qui doivent donc être conservés pour ces raisons-là. Alors, quels sont les pouvoirs par lesquels les municipalités peuvent restreindre la gamme des usages anthropiques de façon à protéger l'intégrité des milieux naturels? Bien, je vous identifie 2 dispositions très, très précises dans la loi. Par exemple, protéger un milieu humide, là, la façon la plus simple de le protéger, c'est d'interdire les remblais. Bien ça, l'article 113, paragraphe 16 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'atteindre ce résultat-là, permet même d'avoir des perspectives de protection de l'environnement où on peut aller jusqu'à prohiber tous les usages du sol, construction ou ouvrage. Donc, disposition très importante dans le coffre à outils des municipalités. Et en matière de protection des boisés, bien, vous avez le paragraphe 12.1 du même article 113. L'article 113, c'est l'article par lequel les municipalités adoptent des règlements de zonage qui permet de protéger le couvert forestier, favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Donc, c'est assez clair qu'on s'adresse à la forêt privée. Et là, vous allez me dire, oui, mais l'expropriation déguisée. Alors, quelques mythes et légendes à propos de l'expropriation déguisée. Premier mythe, oui, mais mon terrain a déjà été zoné résidentiel. Bien sûr que ton terrain a déjà été zoné résidentiel, mais la jurisprudence nous dit qu'il n'y a pas de droit acquis au maintien de la réglementation existante. C'est normal que la réglementation évolue au fil des années. Et pourquoi elle évolue, la réglementation? Là, il faut comprendre l'historicité de la réglementation d'urbanisme au Québec. Ce qui s'est passé, c'est qu'autour des années 60, les premiers règlements de zonage qui ont été adoptés, on avait tout simplement quadrillé l'ensemble du territoire et attribué à chaque parcelle du territoire un usage économiquement rémunérateur, que ce soit résidentiel, commercial, industriel. Chaque parcelle du territoire était ainsi plaquée, on voyait plaquer un zonage qui permettait donc ces usages-là, sans se soucier, bien sûr, de la nature véritable du territoire qui était sous-jacent. Alors, et on va se donner un exemple très concret ici. Le plan de zonage de la municipalité de Saint-Bruno, la ville de Saint-Bruno de Montarville, à l'époque des années 60. Ce qui est entouré en rouge, c'est le boisé des hirondelles dont Mme Bérubé nous a parlé tout à l'heure. Bien, voyez que, puis on est chanceux ici, on a des courbes de niveau, mais à l'époque, il n'y a aucune information autre que sur la nature du territoire qui est sous-jacent. Et si on regarde aujourd'hui le plan d'urbanisme, le plan de zonage de la ville de Saint-Bruno, bien, vous constatez qu'au contraire, on voit apparaître plusieurs couches d'informations où on nous dit où sont les milieux naturels protégés, c'est quoi les secteurs exposés au glissement de terrain, les zones de contraintes sonores, vibrations, les milieux humides, les lacs et les cours d'eau. Donc, et il faut comprendre que, donc, évidemment, de 1960 à aujourd'hui, puis vous voyez, c'était pas compliqué un règlement de zonage à l'époque, hein? C'était habitation, commerce, habitation, industrie, puis agriculture. Voilà, c'était réglé. On avait dit tout ce qu'il y avait à dire. Bien, c'est sûr qu'on a raffiné, puis il y a eu une prise de conscience écologique que je situe au tournant des années 2000 avec l'avènement des communautés métropolitaines de Montréal et Québec. Il n'y a pas juste ça, mais notamment ça. Et vous voyez, donc, 2000, les CMQ et CMM sont créés. Les orientations gouvernementales en 2011 pour la CMM qui disent qu'il faut protéger les milieux naturels et la biodiversité. Et vous savez que les orientations gouvernementales doivent être intégrées à l'intérieur du PEMA, du Plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui, lui, est édicté en 2012, qui nous fixe un objectif de 17 % de protection des milieux naturels sur le territoire de la CMM. Bien, c'est sûr que depuis 2012, toutes les municipalités sont amenées à poser des gestes de conservation de milieux naturels sur leur territoire. Et demandez-vous pas pourquoi je manque pas de job puis qu'il y a plein de causes devant les tribunaux. C'est juste la conséquence, la suite logique de tout ça.
parce qu'on est venu brasser le paradigme du développement économique tel qu'on l'avait connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en disant « Hey, il faut se soucier des milieux naturels, milieux humides, friches, les milieux boisés sur notre territoire. » Alors, deuxième bit, oui, mais mon terrain ne vaut plus rien. Bien, ce n'est pas vrai. Parce qu'en matière de zonage, le législateur municipal n'est pas tenu de suivre l'affectation qui privilégierait les lois du marché. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas obligé de toujours favoriser la plus haute valeur de réalisation d'un terrain. Au contraire, le zonage peut avoir pour effet de confisquer une partie de la valeur économique d'un terrain. Mais, puis c'est ce que je veux que vous compreniez, on assiste de plus en plus à l'émergence d'un nouveau segment de marché des biens fonciers, soit les immeubles destinés à la conservation. C'est pas vrai que parce qu'on zone conservation, parce qu'on restreint les usages anthropiques pour conserver le milieu naturel, qu'on est en train de mettre le bien hors marché. Au contraire, puis c'est en lisant ces deux auteurs français-là que j'ai réalisé cette chose-là, c'est comment, dans le fond, le zonage affecte nécessairement la valeur foncière. Imaginez le terrain de l'autre bord de la rue, en face de chez vous. Si on a une zone résidentielle, commerciale, industrielle, c'est le même bien foncier, mais il va avoir trois valeurs différentes. Trois valeurs au marché différentes. Et même dans le résidentiel, si je permets du résidentiel unifamilial bungalow versus du unifamilial condo 18 étages, bien, vous comprenez que 18 étages, même si je suis dans le résidentiel, va faire que le terrain, qui est le même bien foncier, c'est comme si j'avais mon crayon ici, mais qui changeait de valeur parce que les usages sont différents, bien, c'est ce que fait la réglementation de zonage. Elle crée un marché segmenté des biens en fonction des types d'usage du sol. Et bien sûr, la réglementation nous permet de protéger les usages les moins valorisés. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de marché? Non. De ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a un marché en émergence qui est animé par les organismes de conservation qui se portent acquéreurs des terrains assujettis à un zonage qui favorise leur conservation à l'état naturel. Alors, des transactions vont s'effectuer parfois à plusieurs millions de dollars, même si c'est à des fins de conservation. Troisième mythe, oui, mais je ne peux plus rien faire avec mon terrain. Bien, la Cour suprême nous a dit dans le Canadien Pacifique contre la ville de Vancouver que si tu peux encore faire sur ton terrain ce que tu faisais hier, tu peux poursuivre l'usage antérieur malgré la modification réglementaire, bien, ce n'est pas un règlement qui est trop sévère ou qui t'empêche d'utiliser ton terrain. Et bien sûr, le potentiel d'utilisation d'un terrain doit être évalué en fonction de sa nature intrinsèque. On conteste de moins en moins aujourd'hui le fait qu'on puisse protéger les milieux humides, mais la bataille fait rage par rapport à la protection des boisés parce qu'on se dit, ouais, mais c'est facile, on peut couper les arbres. Mais n'empêche que quand tu as acheté une forêt, ça se pourrait qu'on veuille la protéger à titre de forêt. Et tout ce que je viens de vous dire là, que j'enseigne même à l'université, parce que j'enseigne à l'université depuis 15 ans, est ébranlé par la récente décision de la Cour d'appel. Là, vous me laisserez 2 minutes de plus peut-être pour terminer. Là, je sens que je vais déborder une petite affaire. Mais donc, il faut que je vous parle absolument de cette décision du 15 mars dernier où la Cour d'appel a rendu une décision dont les conséquences pourraient donc être catastrophiques. Puis j'ai bien pris la peine d'écrire le mot catastrophique, j'y réfléchi, sur les efforts de conservation des municipalités et affecter les succès de conservation des organismes de conservation. Manifestement, la Cour d'appel n'aime pas le gâteau au chocolat et elle vient de mettre des embûches là, et peut-être et un peu de vitriol dans la recette de gâteau au chocolat. En effet, dans Mascouche contre Duprat, la Cour d'appel se déclare d'avis qu'un règlement même valide, et c'est ça qui nous a jeté à terre, c'est elle nous dit un règlement, même s'il est valide, même s'il est adopté conformément au cadre habilitant, peut donner lieu à une indemnisation s'il ne permet pas un usage raisonnable d'un terrain. Alors, pour la Cour d'appel, le fait d'affecter une forêt à des usages forestiers ne permet pas un usage raisonnable d'un terrain à partir du moment où le propriétaire est empêché d'y construire tout bâtiment, notamment des résidences. Elle ajoute qu'un propriétaire foncier ne peut être forcé de supporter seul les coûts de la conservation de milieux naturels. Donc, il a droit à une indemnisation en application de l'article 952 du Code civil du Québec qui dit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété sans juste et valable indemnité.
Alors, c'est un jugement qui focus vraiment sur l'article 952, mais qui, à mon sens, est susceptible d'entraîner une sérieuse remise en question des initiatives de conservation des municipalités, donc de cette recette de gâteau au chocolat que je viens de vous présenter. Parce que comment une municipalité va pouvoir savoir que son règlement qu'elle adopte afin de protéger les milieux naturels risque d'être considéré comme étant trop sévère, justifiant ainsi le versement d'une indemnité d'expropriation. Alors, dans l'incertitude, les municipalités hésiteront à réglementer en faveur de la conservation des milieux naturels. Là, je l'ai écrit en termes très, très polis, mais si je le dis autrement, c'est clair qu'à partir du moment où ce jugement-là va être confirmé, il va passer en force de chose jugée. Les municipalités vont mettre les deux pieds sur le break puis ils vont dire, nous autres, on ne fait plus rien. Pourtant, et c'est bien sûr la conséquence de ça, c'est que la valeur des immeubles va demeurant très élevée, le coût à l'hectare, les succès de conservation vont être de moindre envergure, comme je vous l'ai expliqué. Et j'ajoute juste à notre compréhension, avant de conclure là-dessus, que toutes nos municipalités vont devoir mettre en œuvre les PRMHH à partir du mois de juin 2022. En principe, si on respecte l'échéancier prévu dans la loi. Et regardez bien l'article 15.5 de la loi sur l'eau qui traite de la mise en œuvre des plans régionaux de milieux humides et hydriques. C'est clair que ça passe par l'application de mesures réglementaires prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Or, la Cour vient de nous dire, si ton règlement il ne permet pas un usage raisonnable, puis je vous ai dit, qu'est-ce qu'un usage raisonnable? Parce que c'est-tu de construire une maison, 2 maisons, 10 maisons? C'est quoi mon seuil de rentabilité, moi, comme promoteur immobilier? C'est 40 maisons. Tout ce qui est en bas de 40 maisons n'est pas raisonnable. Alors, dans ce contexte, et je pense donc dans le contexte de la crise des changements climatiques et de la crise de la perte de biodiversité, les municipalités sont sur la ligne de front en matière de conservation des milieux naturels. Et par conséquent, pouvons-nous souffrir quelques retards dans le rythme des interventions des municipalités? Je pense que l'enjeu est là. On peut-tu aujourd'hui, parce que moi, cette décision-là, je crois qu'elle nous fait reculer de 20 ans en arrière, et peut-on se le permettre dans le contexte de l'urgence absolue dans laquelle nous sommes plongés en raison de la crise des changements climatiques et de la crise de la perte de biodiversité? Alors, peut-être qu'il y a une lueur d'espoir. On a déposé une demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême dans ce dossier-là le 13 mai dernier. On verra si la Cour suprême veut bien nous entendre à ce sujet-là. Simplement vous dire que dans le dossier de Mascouche, la bataille, elle n'est pas terminée. Mais évidemment que moi, je me présente devant vous aujourd'hui en étant très, très, très inquiet de la suite des choses. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, Maître Girard, pour cette fascinante et troublante présentation. Nous avons déjà plusieurs questions à poser à nos deux conférenciers, mais vous pouvez aussi poser d'autres questions en utilisant l'outil questions et réponses. Et n'oubliez pas de mentionner à qui la question est posée. Et donc, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jan Vergriet pour animer la période de questions. À vous la parole, Jan. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, bien sûr, vous avez, nos deux panélistes ont reçu beaucoup de commentaires et de remerciements pour leurs questions. Premièrement, j'aurais une petite question que je crois plus attribuée à Madame Bérubé, c'est-à-dire quels sont les enjeux qui sont plus spécifiques au fleuve Saint-Laurent et à ses abords? Quels sont ceux que vous pouvez identifier pour rendre la particularité donc, de ce contexte? D'abord, c'est de juridiction fédérale. Quand on veut faire des aires protégées marines, on doit donc s'assurer d'avoir la collaboration du fédéral. Les enjeux, écoutez, c'est sûr qu'on veut protéger toute la faune et la flore maritime. Donc, il y a une urgence d'agir au niveau du fleuve Saint-Laurent. Il y a quelques aires protégées déjà qui ont été mises en œuvre. Là. Vous pensez à l'estuaire du Saguenay, très largement, là, tout l'habitat du Béliga du Saint-Laurent, il y a une protection qui est là. Il y a quelques autres militaires protégés qui ont été mis en place dans le fleuve Saint-Laurent, mais il faut atteindre la cible de 30 %. Il y a des milieux exceptionnels qui ne sont pas protégés encore. Les enjeux, c'est essentiellement travailler avec les deux paliers de gouvernement, puis s'assurer que les choses avancent, mais il n'y a pas d'industrie qui force, qui empêche donc la mise en place d'aires protégées. Là. Il y avait tout ce qui était
quand on recherche du pétrole, là, mais tout ça, ça a été bloqué par l'actuel gouvernement. Donc, il y a eu une avancée à ce niveau-là. Je ne sais pas Très si je bien. réponds bien, là, mais Je, voilà. je pense que ça donne déjà beaucoup de bonnes pistes pour élargir la compréhension. Là, c'est très bien. Je vais prendre les questions à peu près dans l'ordre dans lequel elles me sont parvenues, mais en essayant de réorganiser un petit peu et pour faire une alternance un petit peu aussi entre les réponses pour les uns et les autres. Je dirais peut-être à ce moment-ci une question pour Maître Girard. Je vais le laisser reposer un peu sa voix un instant. Je vais continuer avec Madame Bérubé pour l'instant avec une question qui est la suivante. J'imagine que les groupes citoyens demandent votre support sur certains sujets. Quelles sont les ressources et les outils qui sont manquants et que vous voyez pour bien les appuyer? J'avais répondu en privé à la personne, j'ai dit le temps et l'argent, mais essentiellement, on ne peut pas appuyer tous les groupes citoyens parce qu'il y a tellement de groupes qui veulent défendre la protection de milieux naturels. On est constamment, à chaque semaine, on reçoit des demandes à la SNAP d'appui de groupes qui sont bien organisés dans toutes les parties de la communauté métropolitaine de Montréal, puis à l'extérieur également. Donc, clairement, il n'y a pas assez de ressources pour y arriver, mais je vous dirais qu'il y a quand même les groupes sont de plus en plus organisés, de plus en plus documentés. On voit des gens qui sont vraiment bien déjà au niveau du militantisme. Là, ils sont soutenus par la science. Ils ont des très bons argumentaires pour arriver à leur fin. Ils font des représentations auprès de leurs conseils municipaux. Tout ça, c'est porteur. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de soutien et d'appui des groupes comme la SNAP. Il y en a qui fonctionnent déjà très bien tout seuls. Mais je vous dirais, bon, c'est ça, c'est toujours le temps et l'argent qui manquent. Merci de cet éclairage de vieille sagesse de Confucius, probablement. J'avais une petite question pour Maître Girard aussi, c'est-à-dire quelles recommandations d'action conseilleriez-vous aux comités citoyens pour les parcs urbains? Avec en parenthèse une sous-question qui est, est-ce qu'on a une typologie qui définit ce qu'est un parc urbain ou c'est quelque chose qui est encore trop flou et qui devrait être mieux défini? Donc, des recommandations d'action pour les comités. Je suis perplexe. Qu'est-ce qu'un parc urbain? Je vous dirais, le sens commun nous dit c'est quoi un parc urbain, là? C'est tous ces espaces-là qui sont mis à la disposition en commun des citoyens pour espaces de détente, etc., etc. Je ne pense pas qu'on a besoin de définir qu'est-ce qu'un parc urbain de façon explicite. On sait c'est quoi. Bon, est-ce que à la marge, on se pose des questions à savoir si ce n'est pas un parc avec des jouets pour enfants, puis des structures d'eau, puis etc., mais que c'est simplement un espace sous couvert forestier avec des sentiers, est-ce que ça demeure un parc? C'est pas, moi, la définition m'importe peu, à savoir est-ce qu'on peut sous quelle forme on peut donner accès à cet endroit-là aux citoyens? Est-ce que c'est un bien propriété de la ville, de la municipalité, puis auquel cas, elle invite ses citoyens à le fréquenter, ou comme dans le cas du parc des Falaises, c'est un bien qui est propriété d'un organisme de conservation, mais par entente avec la ville, il permet l'accès au public. Et ça pourrait même être un espace privé, qui appartient à un propriétaire privé, qui n'est pas un organisme de conservation, mais qui s'entendrait pour permettre l'usage de son terrain par le public. Et ça, c'est essentiel. Si on veut donner accès à un espace ou à nos citoyens, il faut qu'il y ait une quelconque forme, soit qu'on soit propriétaire ou qu'il y ait une quelconque forme d'entente avec le propriétaire de ce terrain-là. Parce que sinon, si on s'approprie le terrain sans droit, là, ça devient, on prête flanc à l'expropriation déguisée. Alors, il ne faut pas faire ça. Et j'ai bien pris la peine de l'expliquer dans ma présentation. Ce que je vous ai dit, la recette de gâteau au chocolat, aux étapes 1, 2, 3, 4, elle ne crée pas des espaces publics. Elle permet de protéger des milieux naturels et l'action des groupes de conservation, par la suite, dans une perspective à long terme, pourrait donc amener à offrir ces espaces-là au public. Alors justement, Maître Girard, parlant de votre recette qui a été bien appréciée par plusieurs, vous vous en doutiez, quelles sont donc les embûches ou les freins pour la ville afin d'appliquer les étapes 1 à 3 de votre recette?
et plus particulièrement pour les organismes afin de les acquérir? Est-ce que c'est un manque d'information, un manque de courage politique, un manque d'outils pour les urbanistes ou les professionnels municipaux, ainsi que d'autres organismes qui pourraient être acquéreurs? Quelles sont donc, selon vous, les embûches principales et les freins? Bien, les étapes 1 à 3, techniquement, il n'y a pas d'embûche. C'est-à-dire que ça fait partie, les municipalités, en vertu de leur pouvoir en matière d'environnement, peuvent certainement prétendre caractériser l'ensemble des parcelles non bâties de leur territoire, comme je l'ai dit, puis élaborer un plan de conservation. Ça, il n'y a pas de difficulté. En fait, pour les étapes 1 et 2, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, bien sûr que il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je pourrais concevoir que, peut-être moins maintenant, mais à une certaine époque, on ne voulait pas savoir. Ne pas savoir, c'est permettre de développer n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Puis, dans le fond, la fin de la récréation a été sonnée en 2006 par l'ordonnance du ministre de l'Environnement. Puis, depuis, je pense qu'on est passé, la question de l'acquisition des connaissances est passée, est assez bien acquise maintenant. Cette étape-là est faite. Bien sûr, l'étape 3, là, ça prend un certain courage politique pour dire on va réglementer. Et c'est là que la décision de la Cour d'appel nous fait très mal dans Mascouche. Parce que ce qui va arriver, c'est que si cette décision-là devait être maintenue parce que la Cour suprême la confirme ou ne veut pas nous entendre, bien, c'est clair, comme j'ai expliqué, que les municipalités vont se montrer très, 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 très frileuses, pour ne pas dire carrément, vont arrêter d'adopter des règlements en ce sens-là, parce que, comme j'expliquais, on ne comprend pas, on ne sera pas capable de déterminer à l'avance qu'est-ce qui devient un usage déraisonnable ou une réglementation déraisonnable parce qu'elle ne permet plus un usage suffisamment rémunérateur ou adéquat de la propriété. Moi, je suis assez estomaqué de constater que d'affecter une forêt à des usages forestiers, ça veut dire activités sylvicoles puis acéricoles notamment, ou des activités de sentiers récréatifs, d'affecter une forêt à des usages forestiers ne constitue pas un usage raisonnable. Moi, vous viendrez m'expliquer. Si c'est un lac, reprenons l'exemple avec un lac, est-ce qu'on permettrait sous prétexte qu'il ne peut pas construire de maison parce qu'il ne peut pas remblayer le lac, dire que d'affecter un lac à des usages aquatiques, ce n'est pas raisonnable? Ben c'est pas pensable. C'est la même chose pour les milieux humides, mais aujourd'hui, c'est acquis qu'on protège les milieux humides, puis les promoteurs ont compris qu'effectivement, un milieu humide, on ne peut plus le remblayer comme dans les années 50 ou 60, et que normalement, ça devrait être protégé. Mais la bataille est encore à faire pour les milieux boisés. Puis historiquement, à chaque fois qu'on a utilisé un nouveau pouvoir pour des nouvelles considérations, que ce soit les zones inondables, dans l'affaire Lalande au début des années 90, au moment où on a appliqué la politique de protection des rives, ça s'est passé devant les tribunaux. La protection des milieux humides, comme je viens de le dire. La protection des couverts forestiers en 2010, dans une perspective d'exploitation forestière, fait l'objet d'une décision jusqu'à la Cour d'appel. Puis là, on est à la question de la protection des milieux boisés sur nos territoires urbains ou ou périurbains, alors qu'on sait qu'on est en deçà des seuils critiques de maintien de la biodiversité. C'est ça les enjeux. Alors, ça c'est pour l'aspect réglementaire. Par rapport au groupe de conservation, ben, je vous dis, si on laisse, tu sais, un terrain là, qui est zoné condo 18 étages, là, il vaut, je ne sais pas moi, tant de millions en raison de la valeur de réalisation potentielle, en raison de la typologie, l'autorisation prévue au règlement de pouvoir construire des condos. Le jour où on dit sur ces condos, sur ce terrain-là, il n'y en aura pas de condos, ça va rester un milieu naturel, c'est sûr que ça fait diminuer la valeur foncière. Alors, pour la même pièce à investir par les groupes de conservation, bien, vous comprendrez que si les municipalités font leur travail aux étapes 1, 2, 3 et 4, bien, avec la même pièce, on va acquérir beaucoup plus d'hectares en protection. Les organismes vont être capables d'acquérir beaucoup plus d'hectares. C'est ça qui est l'enjeu. Fait que, à moins que qu'on arrive à modifier la loi sur l'expropriation. Mais encore là, la loi sur l'expropriation, avec tout respect pour ma collègue Isabelle, acheter à la juste valeur marchande, parce que c'est bien, mais encore faut-il savoir c'est quelle valeur marchande. Est-ce que c'est la valeur marchande d'un terrain
d'un terrain avec des condos de 18 étages, avec le potentiel de construire des condos de 18 étages, ou c'est un terrain qui va être voué à la conservation? On revient encore à la nécessaire intervention réglementaire des municipalités. Même si on achetait en vertu de la loi sur l'expropriation à la juste valeur marchande, bien encore, il va falloir savoir c'est quoi l'usage potentiel de ce terrain-là. Puis ça, c'est les municipalités qui vont en décider grâce à leur réglementation. Alors, même dans cette perspective-là, le jugement de la Cour d'appel nous fait très mal. Oui, j'imagine bien. Effectivement, c'est un grand coup. On va revenir à cette question tout bientôt. Prenez le temps de respirer avec une autre question pour l'instant à Madame Bérubé, pour qu'elle nous décrive peut-être un peu mieux comment trouver l'équilibre entre la protection des milieux naturels, notamment pour les milieux humides, et les autres priorités, par exemple les projets de transport en commun. C'est une très bonne question. C'est très difficile d'y répondre. Écoutez, c'est sûr que personnellement, je pense que dans l'effort climatique, là, il faut absolument privilégier les solutions nature pour le climat. Donc, la protection des milieux naturels, je comprends qu'il faut aussi améliorer l'offre en transport en commun. C'est un grand dilemme. Puis probablement que la question sous-entend le passage de la ligne du REM qui détruit plusieurs milieux naturels. Moi, je pense qu'il faut éviter de passer dans ces milieux-là à tout prix. Il faut trouver des trajectoires alternatives. Il faut aller en surface, en dessous, peu importe, mais il faut privilégier la protection des milieux naturels. Il y a une des choses que je n'ai pas évoquées dans ma présentation, mais une des choses que la SNAP veut s'éloigner, c'est la logique de éviter, compenser, minimiser. Là. Pour nous, là, il faut vraiment s'éloigner de cette logique-là de compensation financière pour détruire un milieu naturel, parce que là, on implique tout le concept de monétarisation de la nature duquel on veut s'éloigner. Nous, à la SNAP, on pense qu'il devrait y avoir des endroits où on ne va pas, tout simplement. On protège la nature, point. Il y a un concept qui est évoqué, c'est-à-dire une expression qui dit « no-go zone ». Alors, dans les milieux naturels, dans les milieux humides, tous les espaces qui servent à protéger la biodiversité, on devrait les protéger, point. Donc, peut-être, je réponds finalement à la question, là, il faut privilégier d'autres tracés pour augmenter l'offre en transport en commun. Très bien, très bien. Effectivement, un gros dossier, pas facile à négocier. Maître Girard, on se pose la question, plusieurs personnes, bien sûr, par rapport à votre appel à la Cour suprême, c'est-à-dire, d'une part, quelles sont les bases de cet appel-là, quels sont les arguments, quelles sont les perspectives que vous pensez, et à ce moment-là, est-ce qu'il se prépare quelque chose auquel le public peut participer ou autre pour contrer, donc, pour renforcer votre effort avec la Cour suprême? La Cour suprême a, je vais dire n'importe quoi, mais ça vous donne une idée de grandeur, reçoit à peu près 500 demandes d'autorisation par année, puis en entend à peu près 50, à peu près un 10%. Et évidemment, elle va entendre les seules causes qui ont un intérêt national. Là, je viens de vous dire, je ne sais pas si Mme Rouleau nous a quittés, mais moi, je pense qu'il y a vraiment péril en la demeure sur des suites de cette décision-là, sur toute la stratégie de mise en œuvre des plans régionaux de milieux humides et hydriques. Je vous ai expliqué, là, je vous ai pointé très précisément l'article dans la loi qui dit que ça passe, entre autres, et grandement par de l'application de réglementation. Bien, on vient de comprendre qu'avec cette décision-là, puis pour lire les commentaires de mes adversaires, là, des suites de la décision de la Cour d'appel dans Mascouche, ça va être une bataille tout azimut sur toutes les interventions, les tentatives de protection de milieux naturels, qu'ils soient humides ou boisés, dans les années à venir avec cette décision-là. Donc, moi, je pense que le procureur général du Québec, là, il devrait être très inquiet des suites de cette décision-là pour l'application de sa loi sur la protection des milieux humides et hydriques qui vise un objectif de zéro perte nette. Alors, moi, j'ai eu aucun écho du procureur général du Québec des suites de cette décision-là et je m'interroge grandement sur les raisons de son silence. Ceci dit, l'UMQ a déjà annoncé qu'elle embarquait dans la bataille à la suite d'un communiqué de presse. Elle l'a fait par communiqué de presse et elle va au stade de l'autorisation se manifester.
Pour les citoyens, c'est sûr que je viens de vous dire l'intérêt national. Ça veut dire que ça dépasse le seul intérêt des partis impliqués. Alors, c'est bien au-delà de la seule ville de Mascouche ou de l'intérêt de Mme Duprat, soit dit en tout respect. Je pense que ça dépasse ce cadre-là. Et je crois, dans cette perspective où on est dans l'urgence absolue en matière de changement climatique. La Cour suprême nous a dit que dans la décision sur la taxe carbone, la Cour suprême nous a dit que la question des changements climatiques, c'est l'urgence de l'humanité. C'est écrit dans la décision. Alors, vous comprendrez que c'est une des façons d'interpeller la Cour en disant, ben voilà, on est pris avec une décision là, qui va générer un attentisme, hein, qui va nous faire arrêter ou carrément reculer de 20 ans en arrière. On ne peut pas se permettre ça. Et bien sûr, plus on va avoir de citoyens, de groupes qui vont se manifester au Québec et qui vont questionner la pertinence et la portée de cette décision-là, et que ça va faire l'objet de représentation dans les tribunaux, ben, il y a un écho qui risque de se rendre à Ottawa où la Cour va comprendre que cette question-là intéresse et inquiète un grand nombre de personnes au Québec et que effectivement, ça dénote d'un intérêt qui n'est pas strictement l'intérêt des partis privés, mais qui est d'un intérêt national, ne serait-ce que dans les objectifs que je viens de mentionner. Puis même au niveau canadien, une telle décision là, aurait un impact important sur l'effort de tout le monde municipal. Et comme je vous ai dit, le monde municipal, il est incontournable. C'est les municipalités qui décident du devenir du territoire. Si elles sont empêchées d'agir ou freinées dans leurs actions en matière de protection des milieux naturels, ben, regardez, là, la bataille, elle est terminée, elle est perdue. Moi, je vous dis, là, je suis très, très inquiet des suites de cette décision-là. Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans que j'enseigne cette matière-là. Puis il faut dire que cette décision-là de la Cour d'appel, elle est unique. Il n'y a aucune décision au Québec qui avait dit qu'un règlement valide, adopté conformément au cadre habilitant des municipalités, donc selon les fins voulues par le législateur, donnait lieu à indemnisation. Alors, c'est assez fascinant comme situation. Absolument, c'est effectivement un tsunami dans notre univers. Il y aurait eu plein d'autres questions, j'aurais beaucoup voulu vous en poser plus, notamment à savoir est-ce qu'il est resté des conseils en parallèle de cette voie légale pour que les groupes citoyens puissent agir encore, mais il ne nous reste plus de temps. Je pense qu'on va trouver une façon de récupérer les questions et peut-être par courriel pouvoir répondre à certaines d'entre elles. Mais je vais donc céder la parole à Nathalie Brown qui va pouvoir continuer à ce moment-là et clore progressivement notre rencontre. Merci encore de votre participation. Merci beaucoup. Merci à nos deux conférenciers et aussi à tous les participants pour toutes ces riches questions. J'espère qu'on peut pouvoir partager l'enregistrement, les présentations et aussi peut-être un blog avec quelques réponses aux questions pour tout le monde, pour aider encore à continuer la conversation.